L'euro, la devise européenne, qui s'éloigne donc petit à petit de la parité avec le dollar. On est autour des 1,05 face au billet vert. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. L'euro finalement ne résiste pas si mal en ce début d'année, entre guerre commerciale qui commence sans vraiment commencer, puis ces vrais faux espoirs de cesser le feu rapide en Ukraine. On a quand même un léger gain de l'euro-dollar, enfin de l'euro face au billet vert de 1,5% depuis le début de l'année. Certains disent que d'ailleurs que le marché d'échange a déjà presque intégré un cessez-le-feu en Ukraine. C'est vrai ça ? Effectivement, on est quand même très loin en fait des points bas qui avaient été atteints au troisième trimestre 2022. On tournait entre 0,97 de mémoire, donc on est à 1,05. Donc on peut dire que le plus dur avait été déjà encaissé puisque ça fait un rebond. Enfin, on était monté autour de 1, on a beaucoup oscillé autour de 1,10 euros pour un dollar pendant presque un an et demi avant que finalement Donald Trump finalement arrive au pouvoir, et pas que, je dirais aussi avant aussi de constater une vraie divergence en termes de croissance économique et donc naturellement de politique monétaire envisagée entre la zone euro et les États-Unis. Donc aux gens qui disent qu'il y a déjà en fait une partie du chemin qui est fait, clairement en fait c'est le cas. On peut noter qu'on est loin en fait des points bas et qu'à 1,05 on pourrait avoir avec le cessez-le-feu des gens qui viennent jouer finalement à très court terme une petite résurgence en fait de l'euro, un petit rebond de l'euro, mais n'oublions pas quand même d'où on vient. Avant crise sanitaire, l'euro ça valait 1,10 par rapport à un dollar. Juste avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça valait 1,12. Donc au final, on est resté pendant un an et demi autour de 1,1. Donc on peut considérer que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça a eu un impact très fort en 2022, mais depuis, en gros, tout ça a été très largement effacé. On a bien vu que chaque zone économique avait continué en fait de progresser en attendant. Et s'il y avait une vraie paix en Ukraine, bon, même si elle est dictée par Trump et par Poutine majoritairement, est-ce que ça profiterait à la devise européenne ? Alors vous savez en fait, le domaine d'échange est un des domaines les plus complexes à analyser parce qu'il est au confluent d'un certain nombre de sujets. Premier élément, donc la prime de risque politique, on pourrait dire, ou géopolitique, qui amputait finalement l'euro d'une partie de sa force, pourrait disparaître. C'est possible. Donc on peut gagner quelques pourcents par rapport à cela, mais c'est ce que je vous disais juste avant. En fait, on considère qu'il y a déjà une bonne partie du chemin qui a été fait. Après, derrière, qu'est-ce que c'est la valeur d'échange ? C'est la puissance commerciale en fait de votre zone. Donc oui, c'est vrai que la zone euro, pour le coup, est au niveau mondial une zone qui exporte plus qu'elle n'importe. Donc c'est une puissance commerciale qui pourrait militer pour une appréciation de son change par rapport aux autres devises, notamment vis-à-vis des États-Unis. Mais tout ça est contrecarré par finalement la croissance économique interne de chacune de nos zones. Et en fait, ce qui est compliqué pour l'euro, et d'imaginer que l'euro aille beaucoup plus loin, c'est qu'en réalité, la zone euro bénéficie d'un taux de croissance potentiel, c'est-à-dire le niveau de croissance qu'on peut légitimement espérer sans utiliser des leviers artificiels, va tourner autour de 1% chez nous au maximum, quand aux États-Unis, on va plutôt tourner autour de 1,5-2% en fait, selon les périodes. Vous voyez, donc on a déjà en fait un écart de croissance qui fait par définition, en gros, vous allez avoir naturellement une zone qui va avoir sa devise augmentée tout simplement parce que ça traduit une zone en plus fort développement qu'une autre. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le plus court terme, c'est que la concrétisation de cette divergence économique, elle entraîne aussi une divergence en termes de politique monétaire. Et ça, c'est pas anecdotique. Quand de l'autre côté de l'Atlantique, on vous rémunère du 4,5 du 4 à 4,5% en fait sur de la dette à 10 ans, et ça pousse chez nous, en fait, on va vous rémunérer. Et bien sûr, parce qu'en fait, naturellement, qu'est-ce que vous avez intérêt à faire ? C'est l'histoire d'ailleurs du yen pendant 30 ans, ce qu'on a appelé le carry trade. C'est quand vous avez effectivement une zone dans laquelle le crédit vaut très peu cher et une autre, lorsque vous êtes prêteur pour le coup, vous vous rémunérez beaucoup plus, qu'est-ce que font les gens ? Eh bien, ils viennent emprunter dans la zone à taux faible pour investir, pour prêter en fait dans la zone à taux fort. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, ça fait baisser la devise en fait de là où les taux d'intérêt sont les plus faibles par rapport en fait à la devise là où les taux d'intérêt sont les plus élevés. Vous voyez, donc ça fait quand même, quand vous faites la somme des trois sujets, premier élément, taux de croissance potentiel en faveur du dollar plutôt que de l'euro, ça c'est le premier élément. J'ajoute pas en fait, en gros, la tentative impérialiste en fait de Trump qui renforce encore un peu plus l'appétit des investisseurs étrangers pour acheter des actifs américains. Bon. Mais passons cela. Plus de croissance aux US qu'en Europe, ça c'est plutôt haussier dollar. Des taux d'intérêt plus rémunérateurs aux États-Unis par rapport à l'euro, là aussi c'est plutôt haussier dollar. Maintenant, il reste la prime de risque géopolitique avec la disparition de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
s'il arrive évidemment, mais encore une fois, cet élément-là nous semble déjà assez bien intégré dans les prix. Donc sur les questions de la devise, même s'il y avait la paix en Ukraine, on ne trouverait pas un euro-dollar à 1,10 comme ce qu'on avait avant. Alors 1,10, honnêtement, on n'est pas très loin de l'épaisseur du trait, mais en tout cas, on pourrait le toucher. C'est-à-dire que pour le coup, vous savez, sur les marchés financiers, on aime bien jouer en fait les histoires de court terme. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas la boule de cristal. Ça pourrait être une condition suffisante pour, à très court terme, faire monter un peu l'euro. Mais après, lorsqu'on parle de perspective et de tendance, pour le coup, si on les touche, ça sera vraiment pour le coup, on les touchera pour ensuite revenir à des niveaux qui sont plus faibles, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la zone euro ne mérite pas vraiment, en fait, hormis ses excédents commerciaux, ne mérite pas vraiment, en fait, d'avoir une monnaie plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Et la guerre commerciale, Pierre, la guerre commerciale, encore une fois, si elle devait monter en puissance au détriment, évidemment, de l'Europe, ça nuirait à qui? À l'euro ou au dollar? Compliqué, la guerre commerciale, en fait, ça va dépendre, son impact sur le niveau de croissance. Donc, si ceux qui souffrent le plus de la guerre commerciale, c'est la croissance de la zone euro, et a priori, ça serait plutôt elle, parce qu'il faut avoir en tête que prenez un exemple simple pour bien comprendre. Qui a le plus de risques à entamer une guerre commerciale? Est-ce les États-Unis, pour qui les importations pèsent 18% de la richesse créée, ou l'Allemagne, pour qui les exportations pèsent 48% de la richesse créée? Ou grosso modo l'Europe qui pèse 30%. La réponse est claire, c'est-à-dire en fait l'impact sur la croissance d'une guerre commerciale serait plus forte à la baisse en Europe qu'aux États-Unis par construction. Si vous avez bien compris mon raisonnement, ça veut dire que naturellement cette guerre commerciale, elle va plutôt avoir tendance du coup à handicaper la zone euro, puisqu'à travers en fait la baisse de la croissance associée que les États-Unis. Et donc la baisse de l'euro, mais en même temps la baisse de l'euro contrecarre un peu les barrières douanières aussi, là où les tarifs douaniers. Exactement. Et alors on avait parlé ensemble. Attention, parce que sur ce point, donc vous avez compris que notre analyse de court et moyen terme, c'est que l'ensemble de ces éléments-là font que, en fait, on a du mal à souscrire au fait que l'euro puisse beaucoup monter. Par contre, là où dans les années à venir, il faudra vraiment surveiller ça comme le lait sur le feu, c'est que finalement, les États-Unis pourraient finir par être victimes de leur propre succès, avec une devise qui n'arrête pas de monter, parce que finalement, il n'y a que ça à acheter au niveau mondial. Donc, en termes de perspective de croissance, de rémunération, en fait, finalement, un dollar trop fort. Et in fine, rend caduque toute tentative de rééquilibrage des déficits commerciaux américains. Et ça, pour le coup, vu que c'est un engagement politique de Trump, il va finir par s'en rendre compte. D'ailleurs, c'était intéressant, on l'avait évoqué ensemble très vite. Mais juste, Pierre, une fois qu'il se rend compte, comment il agit concrètement, Donald Trump, là-dessus? Il tord le bras des banques centrales, le bras des banques centrales étrangères pour vendre en fait pour vendre du dollar. C'est ce qui s'est passé aux accords de Plaza et aux accords de l'eau, aux accords du Plaza ça remonte, à New York en 85. Oui, mais c'est extrêmement intéressant de regarder parce qu'on est exactement à la même situation. À l'époque, les États-Unis sont en déficit commercial vis-à-vis de deux entités, le Japon d'une part, l'Allemagne d'autre part. Et donc, en dépit de leurs tentatives pour résorber ces déficits commerciaux, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que le dollar ne cesse de monter, pour les mêmes raisons que j'évoque aujourd'hui. Il est au même niveau aujourd'hui? Il est au même niveau qu'en 85, le dollar? Alors non, il est pas au même niveau. Non, il n'est pas au même niveau. D'ailleurs, je l'ai même pas en tête, mais il n'est pas au même niveau. Mais je veux dire, le phénomène était le même, à savoir une appréciation très forte en fait du dollar au préalable, qui a poussé à des accords qui, pour le coup, ont amené en fait les banques centrales de l'époque à faire des mouvements pour permettre au dollar en fait de baisser. Mais c'est une décision administrative, c'est pas une décision naturelle. C'est un accord politique qui a amené en fait à la dépréciation du dollar jusqu'à un point, c'est-à-dire c'est 50% de baisse, yen versus dollar entre 85 et 90, donc ça a fonctionné. Mais c'est à la résultante d'un accord politique. Oui, multilatéral et de la coopération internationale qu'on ne voit pas aujourd'hui. Voilà, ou d'un rapport de force sur ce plan-là. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc peut-être que voilà, dans quelques mois, quelques trimestres ou quelques années, le succès du dollar finira par pousser les autorités américaines à essayer en fait de tordre le bras de ses interlocuteurs pour pouvoir. Et de l'abord de la Banque centrale américaine aussi, parce que si elle baissait plus fortement ses taux, ça ferait baisser le dollar aussi. Avant de s'en prendre aux banques centrales étrangères. Mais c'est effectivement, c'est le serpent qui se mord. Quoique, il faudra vraiment aller vite parce que même si les taux baissent, donc vous aurez finalement un effet rémunération, un effet d'écart de taux qui serait un peu plus faible qu'aujourd'hui, mais ayant en tête tout de même que le taux d'intérêt neutre pour chaque zone est très lié au taux de croissance potentiel de chaque zone. Or, le taux de croissance potentiel aujourd'hui est en train de diverger aux États-Unis par rapport à la zone euro. Le taux de croissance potentiel baisse bien plus en zone euro pour des questions de vieillissement de sa population, tout simplement. Ce qui veut dire que même à imaginer que la Fed baisse ses taux, son taux neutre, c'est-à-dire l'atterrissage en termes de taux n'est pas le même qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on aura toujours une divergence de rémunération entre les États-Unis et l'Europe pour des questions, j'ai presque envie de vous dire, structurelles. Exactement, et en faveur des Américains. Et donc, voilà, et regardez ce qui s'est passé encore une fois sur le yen depuis maintenant des décennies.
Ces phénomènes-là, en fait, sont des phénomènes assez puissants et qui traduisent finalement, au final, je dirais, une dérive économique assez fondamentale d'une économie américaine qui n'a pas cessé de progresser quand d'autres ont fini par trébucher. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, bonne journée. Merci David, à bientôt.